Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Personnage extraordinaire de André-Philippe Côté dont on vient de parler. On poursuit avec Simon Poulain. On parle de L'écru chez Alto de Steve Poutré, premier roman, et on est dans le milieu de l'agriculture. On est dans un milieu fermé d'agriculture qui a peut-être une perspective un peu différente quand on est urbain depuis toujours, c'est-à-dire qu'on voit le milieu rural, agricole comme étant un autre monde, alors que moi, étant de ce milieu-là, on voit plutôt que c'est le centre. On en fait beaucoup plus partie, je pense, dans notre conception. C'est-à-dire qu'on est à la périphérie, mais on va toujours, nous, au centre, alors que pour un urbain, c'est devenir... À la campagne, c'est un événement. Intéressant comme... Et on est pris dans cette périphérie-là qui fait que on sent la limite toujours. On sent notre monde est infini, puis à la fois est constamment pris dans des engrenages auxquels on ne peut pas échapper. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais je ne m'entends pas du tout. Je m'excuse d'interrompre. Oh, attends. Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu t'entends maintenant? Oui, merci beaucoup. Donc, mais des engrenages fournis par l'extérieur, par la réglementation, par ce qu'on attend du milieu agricole, rural, quoi. Par le fait qu'on est dans ce milieu-là et qu'on ne peut pas y échapper. Ça fait que je vais essayer d'en parler. Puis c'est vraiment la trame de fond de tout ce roman, qui est, justement, on le disait en introduction, le premier de Steve Poutré. Qui fait en sorte que, on se retrouve dans son enfance peut-être, on se retrouve peut-être dans une projection, mais on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que lui-même vient des cantons de l'Est. Il est né sur une ferme. Il est devenu designer graphique. Donc, je pense que ça influence beaucoup sa composition aussi. Juste pour se dire, si on sait pas trop un designer graphique, si on n'est pas de ce milieu-là, c'est un créateur de composition visuelle à base d'images, de textes, de formes, de couleurs, pour faire passer un message à un public. Alors, c'est tout à fait cela, le livre. C'est une composition d'images, de sons, de paroles, d'odeurs, beaucoup d'odeurs, la ferme. Pour communiquer, on se pose la question, quoi exactement? Une émotion, des sentiments, des paroles de personnes qui sont dans le livre, des hommes principalement, et des hommes de la ferme. Mais on sait bien que les hommes de la ferme n'ont pas de paroles ni de sentiments. Et ça me rejoignait beaucoup dans cet élément-là. Un homme dans les années 1980, peut-être 70 aussi, 80-90, peut-être même avant, on le sait, là, dans le stéréotype de l'homme à la campagne, n'a pas le droit de parole. Ouais. Il avance, il agit, il... rentre dans le rang, sans jeu de mots. Il rentre dans le rang, effectivement. Ouais. Alors, c'est lui donner cette place-là, c'est lui donner un droit de parole, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des difficultés à prendre cette parole-là. Mais si on fait un petit résumé, alors moi je ferai pas le même résumé qu'on fait sur la 4e de couverture. Je vais vous donner simplement des éléments parce que c'est difficile d'avoir un résumé sans vendre les punchs. Et j'aimerais ça que si vous êtes intéressé, ça vaut vraiment la peine. Ça se lit. C'est intense. On veut aller lire tout de suite le paragraphe suivant. Il y a des éléments qui nous font nous questionner, pas seulement parce que je viens de la campagne, je pense que ça va vous questionner aussi. J'en parlais avec Annie, qu'on connaît bien, qui l'a lu aussi, qui disait « Ça m'a appris beaucoup, il y a un regard sociologique, on veut connaître davantage. » Alors, je vous dirais en résumé, une chambre d'hôpital, c'est des bruits dans la tête, des voix dans une tête, des souvenirs qui redeviennent réalité pour le personnage principal et qui nous font plonger au cœur d'un milieu qu'est-ce que je dis? Rural, modeste. C'est le poids de l'émotion ici encore. Modeste pour pas dire pauvre, mais on nous en parle jamais. On nous parle d'éléments qui font penser à une certaine pauvreté, mais qui nous disent que justement c'est pas une ferme établie qui peut dégager des surplus et faire en sorte que les gens soient à l'aise pour faire autre chose que de faire la traite, faire les foins, ramasser les roches, aller nourrir les animaux. Et chaque jour se déroule de la même façon. Et parfois, on décide même
de ne pas aller dans des événements comme des événements plus heureux, des événements plus importants, comme son grand frère au personnage qui décide de ne pas aller à son bal de finissant. Peut-être trop prisonnier d'autres choses, d'autres souffrances, et il décide de faire sa journée régulière à la ferme. Se refuse à ces plaisirs-là. Se refuse de la difficulté à aller à l'extérieur de cet engrenage répétitif dans lequel on laisse pas beaucoup de place à la pensée. Il faut même éteindre la pensée pour s'assurer que on trouve une raison de continuer le lendemain. Parce que le corps, de toute façon, étant trop épuisé pour penser, on n'a pas le choix que de continuer. Alors, c'est beaucoup question de survivance de plein d'individus, l'oncle, tante, les grands-pères, grand-mères. Et c'est une question d'équilibre constant dans le roman. On en parle, il le dit dès le départ, parce que je cherchais des clés d'interprétation. Il dit comment maintenir un équilibre. Parce que je suis pas certain que les critiques que j'ai lues aient vu ça. C'est constamment sur la ligne de l'équilibre, déséquilibre. Et plusieurs individus finissent par tomber en déséquilibre. Et là, je veux pas dire qu'est-ce qui arrive. C'est important, mais c'est dramatique. Le personnage central, pour lequel on n'a aucun nom, et on n'a jamais de nom dans le roman. C'est le père, la mère, le frère. Okay. Et comme ça peut nous permettre de nous identifier, ça peut nous permettre de projeter sur toutes sortes de personnes qu'on connaît, sont constamment à ce moment-là en train d'essayer de jouer leur rôle dans la ferme, dans l'écologie de la famille, pour faire en sorte que ça se ramasse pas un terrible chaos. C'est constant. Alors, on se rend compte, comme je le disais, qu'on a... Oui, vas-y. Il n'y a pas de nom. Est-ce qu'il y a une époque? Qu'est-ce qu'on est? Parce qu'on sait que c'est des enjeux actuellement. Il y a une perte de repères aussi dans la relève agricole. Puis je veux pas te ramener avec mon côté journaliste à l'actualité, mais il y a une détresse réelle. Très réelle, des suicides. Des suicides, on l'a vu dans... Des faillites. Plusieurs cas. On a même des émissions de télé-réalité pour trouver l'amour, parce que c'est des réalités qui sont tellement... déconnectés, en tout cas dans le rythme, dans l'obligation de l'horaire. Est-ce qu'on est en 2024? On est totalement dans cette lecture-là, qui est exacerbée aujourd'hui, mais qui était présente dans les années 80, 90. Ça pouvait être avant, oui. Puis qui avait commencé un peu lorsque la société traditionnelle donnait moins de sens à cette action-là, puis qu'on voyait que de plus en plus, les gens voulaient se tourner vers devenir urbain. Ouais. Mais quand tu dis déconnexion, c'est vraiment ça. Là. Aucun temps, il y a la lutte pour la déconnexion, le droit à la déconnexion. Ça n'existe pas dans le milieu rural. C'est du 24 heures sur 24 et on le sent constamment dans le roman. Ouais. C'est qu'on glisse, et c'est là c'est vraiment très intéressant pour un premier roman, c'est que le narrateur, le personnage principal, dans sa chambre d'hôpital, glisse dans sa thérapie, peut-être avec les médicaments, vers des scènes de son enfance, de son adolescence, où on entre vraiment dans quelque chose de très réel. Et le cerveau n'a jamais déconnecté totalement de cette réalité-là, mais tout d'un coup, on glisse vers autre chose. La maladie mentale prend le dessus, les visions, les hallucinations prennent aussi le dessus, les voix dans la tête, mais à un moment donné, il y a comme... C'est diffus. Il y a peut-être une confusion. Quelqu'un qui vient pas du milieu rural peut se dire où commence la réalité, où ça se termine. On le sent très bien quand on vient du milieu rural. C'est là qu'il perd la carte. Mais d'autres fois, c'est aussi des boucles interprétatives. Et il nous donne quelque chose de bien. Je pense au Temps des foins. Ça m'a beaucoup plu. Je vais vous lire un petit extrait que moi, j'ai réellement vécu. C'est comme ça que ça se passe, le Temps des foins. Une chaleur intense. Je n'ose plus prendre de grandes respirations. J'ai peur que mes poumons finissent par me faire cuire de l'intérieur. Qu'ils braisent mon cœur, qu'ils grillent le foie. J'entends l'arrivée du prochain ballot dans une obscurité poussiéreuse, en me persuadant que je n'en ai encore pour 4 heures. Mon cousin m'offre une canette de liqueur tiède, désaltérante comme un mirage. Je suis pourtant dans mon élément, bien caché dans la crevasse de foin. Mais tôt ou tard, l'imaginaire veut fuir le four. Il fait tellement chaud pour vrai. On pense à une grange avec un toit de métal, il fait 30 degrés Celsius, plus la chaleur, plus l'humidité. On est peut-être à 35, 36, plus l'humidex. Mes vêtements sont complètement détrempés. Je dois cependant les garder pour protéger ma peau. Sous la douche, chaque égratignure s'amplifiera. Je regretterai alors d'avoir osé la moindre nudité.
Exposer la chair tendre de mes bras rend par contre anodin les autres dessins que j'y ai tracés avec frénésie ou désintérêt. Donc oui, il y a de la scarification. Il y a déjà dans sa jeunesse des façons pour lui de faire sortir la souffrance. Puis il en parle. Alors, bon. Une courte pointe de labeur sur fond de colère et d'ennui. Et je termine presque. À chaque rangée additionnelle de ballots de foin, là, nous autres on appelait ça des bales de foin. C'est pas les grosses balles rondes, très poétiques, romantiques qu'on voit. Non, c'est les balles carrées là Oui, tout à fait. OK. Nous montons plus près du haut de la tasserie. Nos corps se rapprochent du toit de tôle, réflecteur torride qui augmente notre détresse d'un cran. La cuisson se termine à broil. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Mais en même temps, je reviens dans la tasserie en novembre. Ça, c'est à la fin de ce chapitre. Le chapitre qui s'appelle, je l'ai dit, les foins. Le temps des foins, ouais, c'est ça. Je reviens dans la tasserie en novembre. L'air est doux. Les ballots tièdes redeviennent mes amis. De lourds oreillers prêts à m'emprisonner, qui n'attendent qu'à corser la nature des chuchotements. J'éprouve une grande fierté à observer les alignements parfaits de ces condensés d'été. Des vacances en cubes de plantes séchées, trophées piquants qui consolent les vaches, leur langue y devinant un peu de soleil qu'on leur vole à l'automne. Alors, il y a ça quand même. Et là, on comprend pourquoi on y reste. Quand même, quand on y reste, c'est que il y a des moments dramatiques, il y a des moments de grande difficulté sur une ferme laitière, mais une ferme remplie d'animaux dans le cas de la ferme dont on parle dans ce livre-là, mais qui nous permettent d'avoir aussi des moments plus heureux, des moments de joie. Alors, c'est criant de vérité, c'est pas alambiqué du tout, c'est pas basé sur des stéréotypes. Alors, quand on parle que ça fait un petit élan avec le mouvement de roman Retour à la Terre, roman du terroir, je dirais pas. Je pense qu'il y a une psychothérapie à l'intérieur de ces livres-là. Mais on n'a pas voulu aller tant comme dans le livre dont on parlait, Duplessis, la semaine passée. Oui, là. Rue Duplessis. Rue Duplessis. Donc là, il y a quand même aussi une forme de transfuge de classe, de révision de ce qui s'est passé. Mais plutôt que de le faire d'un point de vue d'une personne saine, c'est la personne dans son lit sur son lit d'hôpital qui n'est plus capable de... Alors, ça nous permet d'avoir plusieurs interprétations. Puis je dirais, en terminant, c'est un livre rude. C'est un livre qu'il faut prendre avec un avertissement. Mais c'est la vie, c'est une autre considération, une façon différente de voir l'animal, de voir l'humain. Il y a beaucoup de cruauté animale qui se vit en campagne, mais qui est une cruauté acceptée. On lance des œufs avec des poussins à l'intérieur ou des petits chatons là, en surplus dans la ferme quand on en a 2 déjà. On voit pas ça avec le même œil. Il faut être averti que c'est ce qu'on va lire. Et je dirais, les crus, ça peut parler. Donc, les crus, Steve Poutré chez Alto. Mais moi, j'aurais pris une phrase qui est revenue, en fait, qui est là au début et qui est là à la fin. Des centaines de sabots frappe le sol. Constamment dans son esprit, j'ai l'impression que ça revient, ces images-là. Imaginez-vous ce bruit-là, des centaines de sabots qui frappent le sol, et vous êtes pris avec ce bruit-là, comme des acouphènes, mais dans votre tête, constamment. Mais il y a de quoi en virer un peu fou. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que c'était la meilleure personne pour apporter ce regard et cette appréciation sur Les Crus de Steve Poutré. Très touchant, on pense... Un roman quand même assez exigeant, peut-être à certains égards, là, sur le plan exigeant, mais je dirais décoder, peut-être comme tu as pu le faire. Les chapitres sont écrits comme des nouvelles parfois. Alors, on entre dedans, c'est facile, c'est rythmé, et on arrive il y a un punch final, puis on veut connaître pourquoi, puis comment, puis la suite, puis je le recommande fortement. Voilà, aux éditions Alto. Merci beaucoup, Simon M. Poulain.